Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on fait la présentation des règles de ma critique du jeu Oltré, nouveau jeu de Studio H du concepteur Antoine Boza et John Grumpf, concepteur du jeu de rôle du même nom. Alors, magnifique univers illustré par Vincent Dutray. On regarde le jeu de plateau, sans plus tarder, Oltré, c'est parti! Alors, j'imagine que vous êtes aussi curieux que moi de découvrir Oltré. C'est un jeu, comme je vous ai présenté en introduction, donc d'Antoine Boza et John Grumpf chez Studio H et c'est illustré par Vincent Dutray. Donc, à la base, c'est un jeu qui est très accrocheur par l'aspect artistique, la thématique fantasy, un jeu de rôle que vous connaissez sans doute en France, qui est peut-être moins connu ici en Amérique, mais somme toute, je trouvais la thématique assez intéressante. Donc, on a affaire ici avec un royaume déchu. Donc, c'est une forteresse en ruine et des peuples autour qui sont un peu indépendants suite à différentes attaques. On va incarner différents rangers, donc on va avoir des personnages qui, eux, vont être là pour continuer à servir le roi, essayer de reconstruire la forteresse et de faire en sorte d'éliminer les menaces autour du royaume et d'unir ces fameux royaumes-là ensemble. Alors, beau jeu, 60 minutes par partie, 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, chez Studio H. Évidemment, ça sera disponible en français. Sachez que c'est quelque chose de très intéressant, en tout cas pour moi. Et ce que vous voyez ici, par contre, c'est le prototype. Donc, on a reçu un prototype fort avancé. C'est un jeu qui devrait partir en production donc cette année, 2021, pour arriver probablement début 2022. Vous devriez avoir ça qui arrive en boutique. Alors, sans plus tarder, je vais y aller avec mon explication des règles. Donc, on va faire un bref survol de l'aperçu du jeu, savoir comment les mécaniques, tout ça fonctionne. Et je termine en vous donnant mon appréciation par rapport à Oltré. Alors, je vais commencer par dire que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, mais sachez que j'en ai fait 4 parties, c'est ma 5e ce soir, et je l'ai fait tous en solo. Ça se joue très bien en solo, il n'y a pas de problématique là. Le jeu se balance par lui-même, c'est un coopératif, donc normalement on va chacun incarner un Rangers comme ça. On en a une série de Rangers, on en a plusieurs, encore une fois, magnifiquement illustrés. Donc ici j'ai Bérénice, Célina, Conrad, Tomiris, Ernest, Gaspard, et j'ai 2 personnages ici qui est Maeva et Lar. C'est donc tous des personnages asymétriques, donc intéressants à ce niveau-là. On va avoir des points de vie qui sont ici sur une jauge qui vont être différents. Certaines fois, c'est 4. D'autres fois, ici, on voit que j'en ai plus. J'en ai jusqu'à 5. Il y a également des habilités type personnalisées à notre profession. Donc, on voit ici que j'ai la profession ici avec le marteau qui représente un peu les constructeurs, on va dire, mais même si j'ai 2 personnages avec la même habilité, la même profession, lui c'est un builder, lui c'est un aventurier, et les sorts qui sont en lien à notre personnage sont différents. Donc, tous les personnages sont différents, ça c'est super bien au niveau de la rejouabilité. On va avoir donc notre carte de personnage ici qui va nous donner un peu ses compétences. Alors, on va avoir comme ça ici l'illustration de notre personnage. On va commencer avec le nombre de points de vie maximum. Donc, on voit que je peux en perdre 4 sans problème. Au 5e, le personnage ne sera pas décédé. Il va simplement perdre ses habiletés. Donc, on a ici l'aventurier qui a une habilité d'aventurier. Ce que ça dit, c'est que lorsque lui va faire une action de se reposer, il va gagner additionnellement un cœur et un provision. Donc, chaque personnage va avoir également des provisions. Les provisions vont nous permettre de soit faire des actions supplémentaires ou d'accumuler des relances de dés, puisque c'est un jeu très simple de dés. On voit ici que j'ai un onglet ici avec un petit signe comme quoi il y a un X. Donc, tant et aussi longtemps que mon marqueur est au-dessus, je peux utiliser l'habilité du personnage. Mais si je descends au niveau du marqueur, certaines fois il est plus élevé que d'autres, je ne pourrai pas utiliser l'habilité de mon personnage, l'aventurier. Dans le cas-ci, c'est RD. Donc, sachez que ce que j'ai ici, c'est en anglais, mais ça va être disponible également en français. Et si jamais je descends jusqu'à mon marqueur ici dans le rouge, le personnage, comme je vous ai dit, ne meurt pas, mais à ce moment-là, il perd et l'habilité
et la compétence. Donc à ce moment-là, mon aventurier aura plus le bonus en lien avec l'habilité qui est ici. Donc on a 4 types de personnages qui sont différents au niveau des professions. On va avoir ce qu'on va appeler les guerriers ici, avec le symbole ici du masque et des 2 épées. Lorsqu'on aura des compétences de guerrier à faire, donc lui va bénéficier, ou elle dans le cas présent, d'un dé supplémentaire pour cette action-ci. Dans le cas présent ici de l'art, c'est ce qu'on va appeler un builder. Donc lorsque j'ai une action de construire, ben, lui va avoir un dé supplémentaire pour son action en lien avec l'icône ici. Ce qu'on va appeler ici les magiciens, les druides, tout ce qui est compétences d'intellectuels, eux ont un dé supplémentaire. Et j'ai les aventuriers avec ce petit symbole-ci, donc lorsque c'est une action en lien avec des explorations, eux vont avoir un dé supplémentaire. Bon, donc on va avoir comme ça une gestion de dés, mais c'est toujours les mêmes dés qu'on va brasser. Alors sachez là, que le dé ici est un peu fade au niveau des couleurs, c'est marqué même dans le prototype, là, ça va arriver plus visible que ça. Donc j'ai des dés avec des faces blank, donc c'est des échecs, des dés avec des succès ici. On voit ici le symbole avec l'arbre dans le milieu, donc ça c'est un succès. Et j'ai des succès avec blessure, donc ça me permet de faire un succès, mais malgré tout je vais me blesser. Alors c'est les dés qu'on va avoir. Par défaut, toutes les actions qu'on va faire, on va toujours pouvoir brasser un dé. Mais si mon personnage ici, qui est Maeva, va faire une action de guerrière, mais elle va bénéficier de son dé de défaut et plus un dé, puisqu'elle a le bon symbole ici sur son personnage. Donc à ce moment-là, je vais brasser 2 dés, et si je réussis à avoir ici, j'ai un succès avec une blessure, donc j'ai réussi à faire mon aventure, mais je vais avoir une blessure, donc je vais perdre un ici, et je vais pouvoir continuer. Mais là, on voit ici qu'à ce moment-là, elle va perdre sa compétence en lien ici avec son personnage. On va pouvoir faire une action de repos pour éventuellement regagner un point de vie et une provision. Donc, on va partir dans la forteresse ici au centre, et la forteresse est complètement déserte. On voit ici que j'ai des espaces en ruine qui sont présents. Donc, nos personnages vont être au centre ici, mais on va avoir des emplacements pour construire des bâtiments. Lorsqu'on joue à 2, on va avoir certaines tuiles qui vont déjà apparaître dans notre forteresse. On va avoir le choix entre 4. Et là, on voit ici que j'ai décidé de partir avec la librairie et la taverne. Ça va de soi, ça prend une taverne pour pouvoir commencer l'aventure. Ce que ça fait, c'est que ça m'ajoute ici un dé d'exploration et un dé donc à la librairie au niveau de l'intellectuel. Parce que mes 2 personnages ici en ont pas. Donc j'ai été me chercher 2 bâtiments qui vont compléter. Donc même si j'ai un hardy et un aventurier, ben, je vais quand même les envoyer à la librairie pour s'éduquer un peu et bénéficier d'une action de dé supplémentaire lorsque je ferai des quêtes en lien à ces personnages-ci. Tous ces bâtiments-là, on va pouvoir les construire en cours d'aventure. Donc ici, j'ai une baraque, un inn, un temple, une factory, des tombes, un main hall, un observatoire, des jardins, un workshop, j'ai un donjon et j'ai une forge. Donc, c'est tous des bâtiments qui pourront être construits, qui vont nous donner des avantages en cours de partie. Également, des bonifications au niveau de certains items qui vont être présents sur notre forteresse. On va pouvoir également, malheureusement, avoir certaines actions qui vont tout simplement les détruire. À ce moment-là, ils vont être en ruine. Donc, de ce côté-ci, ils sont en mode construction. On voit ici ce que ça prend comme ressources pour les construire. Donc, pour construire la taverne, ça me prend une fourrure. C'est une des ressources qu'on a. Et lorsque je vais la faire, donc, on va partir avec la taverne ici en fonction. Dans les 2 cas, donc, on part avec le bâtiment construit, ce qu'on a dit, parce que c'est une partie à 2 joueurs. Et lorsque je joue en solo, ben, je prends tout simplement 2 personnages et je vais comme ça jouer en alternance entre mes 2 joueurs. Ça se fait très très bien, sans problème, donc vous pouvez y jouer en solo. Je conseille même aux auteurs de mettre 1 à 4 joueurs sur la boîte, je pense que ça va être plus vendeur. Ensuite, sur le tour de la forteresse, ici on a différents marqueurs. Donc ici j'ai le marqueur de forteresse proprement dit, donc je commence avec l'emplacement à 3. C'est le marqueur de résistance de la forteresse si on veut. Et on va subir des attaques, on va commencer à descendre et comme ça. Et si on arrive à 0, la partie est finie, on a perdu notre partie, donc on va devoir reconstruire notre forteresse pour la rendre plus efficace, pour absorber les différentes attaques qu'on va avoir. Et j'ai un autre marqueur ici qui est les points de prestige. On va faire des actions en lien dans les territoires autour, et si on va aider la population, ben on va gagner des points de prestige, qu'on va également perdre à cause des différentes aventures qu'on va. Et si on arrive à 0 en points de prestige, c'est un autre facteur pour perdre la partie, donc c'est 2 éléments qui nous peuvent causer une défaite en cours de partie. On a ici autour toutes les différentes régions
autour de la forteresse, qui sont des régions qui vont devoir être sécurisées, si on veut, pour pouvoir donc bénéficier de leur appui. En début de partie, on va comme ça avoir, donc j'ai 8 secteurs. On voit ici, j'ai un emplacement pour mettre des cartes, c'est des cartes d'incidence qu'on va mettre ici. Et j'ai la communauté qui est présente qui va pouvoir m'aider. Donc si je vais dans cette région-ci, je peux aller régler une des cartes d'incidence qui est ici, ou aller utiliser, si on veut, la communauté. Donc ici, ça doit être une communauté de guérisseurs. Ils vont me permettre de me guérir de 2 au niveau de mon personnage. Si je vais ici, je vais pouvoir gagner des points de prestige. Ici, je vais récupérer de la roche, qui est une des ressources. Ici, je peux faire un échange entre 2 ressources. Ici, je vais aller récupérer du feu ou du combustible. Dans le cas ici, on va pouvoir aller récupérer ce qui est des plantes médicinales, de la nourriture, du bois. Et ici, on va pouvoir aller augmenter notre forteresse, donc sécuriser notre forteresse. Donc, c'est des emplacements qui vont nous permettre de gérer nos ressources. Donc, il y a également ici les animaux. Probablement un territoire de chasse ici pour pouvoir aller récupérer de la fourrure. Ces ressources-là qu'on va aller récupérer, qui sont des jetons que j'ai ici, vont nous permettre donc éventuellement, comme je l'ai dit, d'aller construire ou réparer les bâtiments. Parce que si on est attaqué, ça se peut que nos bâtiments vont être en ruine. On va devoir intervenir pour aller utiliser notre action avec le marteau pour pouvoir les réparer et remettre en fonction nos bâtiments pour bénéficier de l'avantage de l'icône qui va être présent. On a également des secteurs ici qui sont nos tours. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir 2 types de tours ici qui vont pouvoir être construites. Alors, quel est l'avantage d'aller faire les tours? Donc, lui, il me coupe seulement on va dire bois. Dans le cas présent, ici, c'est une pierre et un feu. On voit ici que ça me donne une bonification également de 1 sur la forteresse. Ce que ça sert, ça va nous permettre d'aller éventuellement sécuriser. Donc, si je réussis à enlever toutes les cartes d'un secteur, ce que j'ai réussi à faire ici dans ma partie, j'ai enlevé toutes les cartes d'incidence qui sont ici. Si je réussis à aller construire une forteresse qui est ici, alors les 2 cases adjacentes vont pouvoir être sécurisées. Sécuriser, ce que ça fait, c'est qu'on ajoute un bouclier comme ça, et il n'y aura plus d'incidence qui va arriver ici. Ça va être un secteur qui va être sécurisé pour le restant de la partie. Donc, on va essayer comme ça d'ajouter des boucliers pour éviter d'avoir des cartes qui s'ajoutent. Puisque, lors de notre chronique, de notre aventure, les cartes vont s'additionner et à chaque fois qu'on va avoir 4 cartes de présente, on va avoir des emplacements critiques et à chaque tour, comme ça, on va perdre des points de prestige. On a un aspect ici, un peu de pandémie, donc de gestion de risque autour du plateau, puisqu'on doit gérer le nombre de cartes qu'on a ici. Donc, on va tout le temps commencer la partie avec 3 cartes dans chacun des secteurs. Et dès que j'en ai 4, on tombe en état critique. Donc, on a à rapidement intervenir dans ces secteurs-ci pour descendre le nombre de cartes et gérer un peu les problématiques. Mais là, c'est bien beau tout ça, mais là, vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait exactement dans Oltré? Bien, Oltré, on passe à travers des chroniques. On va avoir des livres d'histoire. Donc, on a des petits livres magnifiquement illustrés comme ça ici, qui représentent vraiment un livre d'histoire. Donc, chaque paquet vont nous raconter une chronique, si on veut, de Oltré. On en a ici une série de 6 dans la boîte de base, donc un livre un petit peu plus court ici qui est notre partie d'introduction, qui est Open Doors. Et ensuite, ça s'en va en augmentant de grosseur, donc de plus en plus difficile, de plus en plus complexe. On va avoir comme ça donc notre livre qui va apparaître ici. On va également se choisir ici ce qu'on appelle des cartes que moi je vais appeler des cartes de side quest. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on a une série de cartes ici qui représentent donc des quêtes supplémentaires qu'on pourra faire. Ils sont de différentes natures. On a le titre, un petit texte qui va avec, toujours 3 façons de résoudre. Donc on a vraiment 3 étapes de résolution des side quests. Et on a ça en difficulté de niveaux différents. Donc un corbeau pour niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Donc j'ai 3 niveaux de difficulté. On peut balancer le jeu comme ça. Et on a des chroniques longues et des chroniques courtes. Donc certaines qui peuvent être faites plus rapidement que d'autres sur la durée de la partie. Donc ça c'est assez intéressant. Donc on va toujours avoir une seule carte comme ça en main qu'on va agencer avec notre chronique. Et donc on va avoir un mix assez intéressant d'une fois à l'autre différente. Donc je mets ça de côté ici. Et ce que ça donne comme information lorsque je commence avec les cartes qui sont ici, ça va me donner comment construire mon deck de partie. Parce que ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 paquets d'incidences. Donc c'est des incidences ou des histoires, des rumeurs qu'on va avoir dans différents secteurs. Donc ça va toujours être une combinaison de 2.
ce qui fait qu'on en a 5. Alors, on va avoir un croisement comme ça qui fait en sorte que ça va être différent selon la configuration. Et c'est la chronique qui va nous le donner ici, donc les side quests. Donc, ça dit de prendre ces 2 paquets-là ici pour la partie longue en niveau de difficulté 2. Donc, je prends ces 2 cartes ici qui sont ça et ça ici. Je vais mélanger ces 2 paquets-là et c'est ce qui va déterminer donc le début de ma partie. Je vais comme ça me composer un deck d'incidence et je vais en mettre 3 dans chacun des secteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit qu'on a 2 couleurs, mais on a également toutes des dos différents. Donc, on voit ici que c'est 2 quêtes. On voit ici j'ai un bateau le long d'un fleuve. Puis ici, c'est plus un paysage d'une montagne au loin. Alors ici, j'ai une espèce de ruine. On a une tombe. Ici, j'ai un oiseau, un événement avec une cigogne. Bref, c'est toutes des représentations de rumeurs, de quelque chose qu'on sait que qu'est-ce qui se passe. Donc, le texte en lien qui va apparaître en arrière va être en lien avec l'illustration, mais on ne saura pas exactement c'est quoi. Donc, ça va quand même nous donner une indication qui je vais envoyer pour aller faire ce secteur-ci, en pensant, j'ai-tu un risque ici de faire une confrontation? Alors, je risque plus d'envoyer Maeva, qui, elle, est bonne en armement. Tandis que ça, c'est un événement heureux. Je vais peut-être envoyer l'art qui est ici pour aller voir avec ça, parce qu'il y a peut-être moins de risques de combat, mais je ne sais pas. Et là, vous dites, oui, mais là, je risque de savoir à la longue de jouer qu'est-ce que c'est cette carte-ci. Ben non, parce que je vais en avoir plusieurs du même signe. Donc, je vais avoir plusieurs cartes avec le même dos, mais pas nécessairement le même recto. Donc, c'est pas forcément cette carte-là que je vais voir apparaître. Donc, ça aussi, c'est bien. Alors, on va avoir comme ça nos incidences de mi un peu partout sur le plateau. On en a 3 dans chacun des secteurs. On va avoir ici un autre paquet qui est notre paquet de problèmes. Oui, il y a des problèmes en plus qui vont apparaître. Alors, c'est tout simplement un paquet de cartes ici, c'est tout identique. Mais éventuellement, on va avoir des secteurs qui vont apparaître sur nos communautés. Donc ici, je peux aller me chercher du prestige peut-être en allant à la cour. On voit que c'est un bâtiment plus cossu. Mais éventuellement, je vais peut-être avoir un problème qui va apparaître. Donc, on voit ici qu'il y a une espèce de troll enragé qui apparaît. Donc, je vais aller le combattre. Il va falloir que j'aie 2 succès pour pouvoir m'en débarrasser. Et c'est seulement après avoir enlevé cette carte-ci que je vais pouvoir recommencer à utiliser le secteur. Donc, c'est des problèmes qui vont apparaître en cours de partie qu'on va devoir gérer ou pas. Ça va dépendre si on va avoir le temps, parce que là, on voit qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer. Il faut gérer les incidences de chacun des secteurs pour éviter que ça tombe en problématique et que la ressource ici, qui est le prestige, descend. Il faut gérer les problèmes qui vont apparaître des secteurs parce qu'on ne pourra plus aller récupérer certaines ressources. Parce que ça me prend des ressources pour aller reconstruire, exemple ici, ma forteresse. J'ai besoin de pierre et de feu. Et là, on voit que si j'ai des problèmes dans ces secteurs-ci, mais je ne pourrai plus aller les chercher. Donc, on va devoir régler les problèmes pour aller retourner ici, ce qui semble être dans une carrière pour récupérer de la pierre. On a toute cette gestion-là à faire. En plus de ça, comme si c'était passé, on va avoir un deck d'événements. Donc, un deck ici d'événements qui vont apparaître. Et on va avoir donc une inspection surprise. Exemple, c'est un mode éclair. Donc, on lit le texte, ça arrive une fois. Et là, selon ce qu'on a ici, on va perdre du prestige. On va avoir également des événements qui vont rester plus longtemps. Donc, ils vont être là tout le long de notre partie, donc de notre tour de jeu. Donc, ici, j'ai le marché d'été. Et on va avoir donc une autre caractéristique. On voit le symbole qui est ici. Ça veut dire que lui va rester en jeu. Ça ne sera pas juste une fois, ça va être tout le long de la partie jusqu'à temps qu'un nouvel événement apparaisse. Donc, c'est des événements bons ou moins bons. Ça va dépendre de notre aventure. Alors, on a ça qui rentre en ligne de compte. Nos problèmes, nos incidences, notre chronique à gérer. Chronique à gérer, comment ça fonctionne? On a un marqueur ici. Un marqueur de destinée ou peu importe. On va comme ça, donc, le déplacer d'un secteur à l'autre. Et à chaque fois qu'on va arriver sur un secteur, on va activer qu'est-ce qui arrive. Donc, on commence toujours par dévoiler la première carte. Donc, ici, j'ai Underground, donc j'ai des problèmes sous terre. On a un beau petit texte ici. On voit que c'est une chronique longue. Ça nous dit qu'est-ce qui se passe. On va tourner ça. On a une petite illustration, encore une fois magnifique, de Vincent, qui nous dit qu'est-ce qui devrait se passer pour le tour suivant. Donc, on va avoir une idée comment tout ça va évoluer. Et à chaque fois qu'on va arriver avec notre marqueur sur la page livre qui est ici, qui soit du temps passant, on est obligé d'arrêter dessus. On va tourner une nouvelle page de l'histoire. On va lire le texte et on va avoir une conséquence. C'est souvent en lien avec qu'est-ce qu'on est rendu dans l'aventure. Donc, si vous êtes à tant de prestige, il se passe telle chose. Si vous avez un problème avec la forteresse de tel niveau, il se passe autre chose. Alors, on va comme ça tourner les pages et avoir différentes actions qui vont apparaître.
On va également avoir des tests. Lorsqu'on voit le symbole ici avec un des éléments qui représente ici nos 3 éléments, nos 4 éléments de base, ben c'est un test. À ce moment-là, on va choisir un des personnages et on va brasser. Donc, dans le cas présent ici, c'est un test d'aventurier. On voit que mes 2 aventuriers n'ont pas la compétence, mais on sait que j'en ai un toujours par défaut. Et comme ici, j'ai la taverne, ben, je peux aller me chercher un mercenaire et brasser et espérer avoir un succès. C'est malheureusement 0. J'ai pas réussi. On peut toujours donc dépenser une nourriture ici pour rebrasser un dé en espérant attraper un succès, ce qui est présent. On peut toujours également dépenser 2 nourritures pour avoir une action supplémentaire parce que chaque tour de jeu, chaque personnage a seulement 2 actions et ça peut jamais être 2 fois la même. Donc je ne peux pas attaquer 2 fois, je ne peux pas me déplacer 2 fois, donc on a compris. Et j'ai toujours en tout temps un maximum de 3 pains qui peuvent apparaître sur mes personnages. Donc on a une gestion de nourriture à faire pour nos personnages qui sont quand même importantes parce que c'est nos fameux relances et ça, on en a besoin. Ensuite, donc lorsqu'on va commencer donc à notre chronique, on va faire notre tour de jeu, on fait nos 2 actions. Et après chaque tour de chacun des joueurs, on va brasser le dé ici. C'est le dé d'adversité, ça dit comment le jeton ici va se déplacer. Donc on voit ici, j'ai 2, alors il se déplace de 2 et on va résoudre ici l'action qui est présente. Ce qui dit ici, c'est qu'on a un problème qui apparaît. On va prendre tout simplement la carte qui est ici. On suit l'identification qui est là. On va prendre le dé de localisation, qui est un dé 8 pour les 8 secteurs tout simplement. Je brasse un 2, j'arrive, et là j'ai mon fameux troll qui arrive dans le secteur ici. Donc on va devoir gérer ici si on va aller récupérer des combustibles parce qu'on ne pourra pas l'utiliser. Le prochain joueur va faire encore ces 2 actions. Et encore, on va prendre le dé à chaque fois et on va brasser. On va aller ici. Donc ici, on va faire apparaître un événement. On va toujours, quand on revient ici, peu importe le résultat du B, on arrête toujours ici. Il y a une autre possibilité, c'est lorsqu'on attrape ici un rond. Ça veut dire qu'on reste sur place. Donc on va résoudre 2 fois l'action. Sauf pour la chronique. La chronique, lorsqu'on la fait, on va toujours avancer de 1, peu importe le résultat du dé. Et là, on va résoudre ici. On va prendre la même chose. On prend une nouvelle incidence. On brasse le dé. Et on s'en va au secteur 8. Et là, je le mets sur la carte d'incidence. Si jamais j'ai 3 cartes et j'ajoute une 4e carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un marqueur ici. Et on va marquer comme quoi on est en problème dans ce secteur-ci. Ce qui veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle incidence, on va descendre le prestige et le prestige tombe à 0, ben c'est une défaite. Alors, on a encore une gestion supplémentaire à faire à ce niveau-ci. La façon d'enlever ça, ben, il va falloir commencer à enlever des cartes. Comment ça fonctionne? On va tout simplement aller dans le secteur, on va prendre la carte, on va la lire. Quand je dis que je peux la jouer en solo, c'est quand je la lis, c'est que je mets ma main comme ça et je lis seulement la partie du haut. Donc ici, ça me dit le château est dans la brume. On a un petit texte. Ici, j'ai une action de réparation à faire. Alors, si j'ai envoyé le bon personnage, j'ai été chanceux, j'ai envoyé l'art ici. Et on voit qu'il y a la compétence. Donc, par défaut, il y a 2 dés. Il va brasser. Malheureusement, j'ai 0. Alors, j'ai soit un succès, soit une défaite. Et selon le résultat de mon dé, tout simplement, on va lire le texte en conséquence et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Certaines fois, j'ai des actions qui sont plus fortes que d'autres. C'est pas toujours comme si, on voit, si j'ai 2 succès, donc 2 symboles de succès, je vais avoir une conséquence, une récompense plus élevée, un succès ou une défaite. Donc, ça va dépendre de nos résultats de dés. Ici, c'est un jet pour la compétence de connaissance. Mais c'est pas toujours ça. Ça peut nous dire tout simplement de payer une certaine ressource pour aider une personne. C'est pas toujours juste des combats. On va également récupérer des jetons qui sont comme ça, des trésors. Les trésors vont nous permettre d'acheter différentes ressources lors de la partie, qui va nous permettre donc d'être plus efficace dans certaines situations. Alors on va tout simplement donc gérer notre deck d'incidence en passant à travers notre aventure. Notre aventure, notre chronique, on va souvent avoir des trucs à faire. Et si on réussit, on va nous dire de mettre un succès ici sur la charte de progression. Et c'est souvent avec ces marqueurs-là qui vont avoir une incidence sur la fin de la partie. En fin de la partie, ça va nous dire, selon le nombre de succès qu'on a eu ou le nombre de défaites, ben, on va avoir plus ou moins de dés à brasser à la fin pour faire notre action finale. Certaines fois, ça va être d'affronter un dragon qui va se promener dans un secteur et qui va détruire le royaume. On va essayer de s'en débarrasser. D'autres fois, on va avoir un portail qui va apparaître
qui va nous permettre de rentrer dedans pour aller chercher des ressources, mais ça peut être d'autres choses. Je ne vais pas tout vous dire sur les aventures, parce qu'il y a toutes sortes d'aventures différentes d'une à l'autre, mais c'est quand même bien amené, c'est différent une fois à l'autre, alors ça c'est bien. Donc on va continuer comme ça dans la chronique, on va essayer d'accumuler des succès. Mais ensuite de ça, il ne faut pas oublier ici notre fameuse, ce que j'appelle nos side quests. Alors dans le cas présent, ici on voit que je dois sécuriser 2 secteurs, donc je dois réussir à construire une tour, vider un paquet, vider un deuxième paquet, mettre un autre secteur ici. Donc j'ai 2 secteurs de sécuriser, donc j'ai accompli celui-ci et je vais devoir être capable de récupérer un trésor et de le payer pour pouvoir ici mettre un marqueur. Et là j'ai un marqueur qui va apparaître ici, ce qui va me donner également l'équivalent d'un crochet comme on veut ici pour pouvoir gérer ça en fin de partie. Généralement, la dernière carte du paquet de la chronique va nous dire voici ce qui se passe, voici ce que vous avez à faire, et compte le nombre de succès et le nombre de succès ici sur le side quest qui va te donner des bonifications pour le résultat final. Alors, c'est quand même bien amené à ce niveau-ci. On voit que certaines fois également, je dois construire un bâtiment. Donc ici, il faut que j'aille construire la factory pour pouvoir passer la deuxième étage. Donc, de sécuriser 2 et construire la factory. Alors, je vais tout simplement voir factory, qu'est-ce que ça me prend pour pouvoir la construire. Alors, j'ai ça ici. Donc, ça me prend une fourrure et une pierre. Lorsque j'ai réussi, je vais tout simplement la mettre à un emplacement ici. Et on voit que j'ai une bonification d'un prestige. Donc, je vais monter le prestige comme ça ici pour pouvoir dire que j'ai réussi à construire. Si je réussis à me rendre jusqu'à la fin de ma piste ici, sur le 8, et que j'en gagne un autre, ben à chaque fois que je vais avancer une prestige, ben ça va plutôt me donner un trésor supplémentaire, donc que je vais accumuler sur mon personnage. Et même chose, si jamais j'arrive ici avec ma forteresse et j'additionne en haut de 8, ce que ça me permet d'enlever une carte incidence sur les secteurs ici autour du royaume. Donc, ça me permet de sécuriser les environs. Alors, encore là, c'est bien amené. Alors, je pense que j'ai fait un bon survol quand même du jeu, assez rapidement. Donc, il y a peut-être de certains systèmes que je n'ai pas montré, comme ça ici. On voit ici que lorsque le bâtiment est abîmé, je mets un marqueur comme ça me dit que je dois faire une action de réparation pour pouvoir enlever le marqueur et bénéficier encore de l'emplacement. Même chose pour les forteresses, ils vont pouvoir tomber en construction ou en ruine. Bref, il y a toutes sortes de choses et c'est souvent le scénario qui va nous le dire. Comme je vous ai dit, on a différents scénarios de différentes épaisseurs, donc c'est nos fameuses chroniques. Différentes d'une à l'autre, assez intéressantes. Qui nous permet quand même de rejouer. C'est sûr que lorsqu'on l'a fait une première fois, on a une bonne idée de ce que ça prend. Par contre, le fait d'avoir des longueurs de partie, des side quests différents, des personnages différents, ça ne nous empêche pas qu'on peut refaire la partie. C'est pas un legacy, c'est pas une campagne. Lorsqu'on rejoue, on n'a pas besoin de jouer les scénarios dans l'ordre, on peut les jouer dans le désordre, il n'y a pas de suite entre les parties. Alors on peut, avec n'importe qui, commencer une nouvelle partie, s'installer et y jouer. Soixantaine de minutes, c'est à peu près ça que ça prend. Comme je l'ai dit, ça se joue très bien en solo, ce que j'ai réussi à faire. On a plusieurs personnages, 8 personnages au total. La combinaison des différents paquets d'incidences, donc j'en ai 5 et j'en m'en prends toujours 2, c'est jamais les 2 mêmes et c'est suite à la configuration de ça. Bref, il y a de belles possibilités comme ça. Un petit peu feeling de near and far ou above and below avec ces cartes-ci. Donc on a un petit texte, on a une compétence à faire selon qui on a envoyé là. On va révéler un succès, une défaite. Mais dans tous les cas, on va toujours enlever la carte. Donc peu importe si on réussit ou on ne réussit pas, on enlève la carte de l'incidence pour essayer comme ça de réduire le nombre de cartes parce qu'on sait qu'à chaque fois que j'arrive ici, ben, j'en ajoute une dans les secteurs. Et à chaque fois que j'ajoute un marqueur de problématique, et on commence à perdre du prestige. Donc beaucoup de choses à gérer, belle coopération. Parce que lorsqu'on se déplace, on a, comme je vous l'ai dit, juste un mouvement. Donc, si je vais dans le centre ici, je m'en vais là, c'est un mouvement. Donc, comme on a seulement 2 actions, un mouvement, je peux le faire juste une fois. Donc, c'est assez long de faire le tour. C'est pour ça qu'on doit séparer les tâches comme ça. On doit gérer les problèmes pour avoir accès aux fameuses ressources qu'on va avoir besoin. On peut en gagner durant nos aventures. C'est sûr et certain qu'on a d'autres possibilités d'en récupérer. Mais c'est pas toujours évident. Heureusement, on peut également faire des échanges. Bref, on a une gestion à faire pour essayer de comprendre l'histoire, essayer de savoir vers quoi on s'en va, puis d'arriver à la fin, puis d'avoir les bonnes ressources pour pouvoir passer à travers. Alors, beau jeu, fantasy, magnifiquement illustré, des mécaniques très simples et conventionnelles, je vais dire, mais ça fonctionne super bien. Des histoires à découvrir assez intéressantes, qui va probablement ouvrir la porte à des extensions facilement avec des decks de cartes ajoutés. Comme je l'ai dit, c'est magnifiquement illustré et ça reste un jeu très accessible. C'est un jeu
presque familial, très facile à jouer. Il y a un look de gamer, mais je vous dis que c'est un jeu très familial, très accessible. Je ne sais pas s'ils ont mis à partir de quel âge. 10 ans et plus, oui, juste parce qu'il y a du texte. Donc, si vous savez lire, vous pouvez jouer sans trop de problème parce qu'on a tout simplement des dés comme ça à brasser et essayer d'avoir des succès. C'est très simple à ce niveau-là. Donc, beau jeu de gestion de ressources, gestion de crise, un petit aspect pandémie et un coopératif qui fonctionne bien dans un univers fantasy riche, magnifiquement illustré. Donc, c'était ma présentation de Oltré. Ça s'en vient, début 2022, alors restez à l'affût, ça devrait être dans vos boutiques bientôt. Commentaires, j'essaie de vous répondre dans les meilleurs délais. Sinon, ben, je parlerai à Antoine et je pourrai échanger avec lui s'il y a des commentaires ou des trucs que vous voulez lui dire. Bref, bien hâte de voir ça arriver et de voir la réception aussi pour un fantasy familial narratif, pourquoi pas. Alors, c'était ma présentation de Oltré. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.